Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal consacré à la 35e édition du Festival international du film de Mons. Depuis une semaine, la ville de Mons est envahie de cinéphiles du monde entier. Le festival évolue depuis 1985. Il s'est déplacé du chapiteau à Imagix jusqu'au Loto Mons Expo pour enfin s'installer à l'hôtel Van der Valk. Il est maintenant une référence en termes de cinéma d'auteur venant de pays très variés. Sur place, nous retrouvons en direct Julia Botterdal qui va nous en dire plus sur le partenariat entre l'hôtel et le festival. Bonjour Louise, je me trouve effectivement en direct du 35e Festival international du film de Mons. Je suis en ce moment même devant l'hôtel Van der Valk où nous avons pu interviewer le directeur général Maxime Dieu. Bonjour Monsieur Dieu, voici quelques années que vous collaborez avec le Van der Valk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce partenariat est né ? Comment il est né? En fait, c'est dès que l'hôtel est sorti de terre, on va dire, qu'il y a eu un intérêt à collaborer avec lui parce que, au niveau du nombre de chambres, au niveau de sa position, de sa situation, c'est très intéressant. Et le fait qu'il soit à proximité de la gare aussi, c'est un plus indéniable. Par rapport à votre partenariat avec le Van der Valk, concrètement, que vous apporte celui-ci ? Et c'est une chance d'avoir un hôtel comme celui-ci qui est à mi-chemin, on va dire, à vol d'oiseau des deux cinémas. Il est sans doute plus proche, plus accessible d'aller à Imagix à partir d'ici, mais c'est un bel hôtel et on peut y loger tous nos invités. Il y a suffisamment de chambres, il y a un restaurant, donc c'est directement intégré dans l'hôtel. Et puis, on peut se permettre d'habiller le hall et que ça fasse festival. C'est important aussi qu'il y ait des points de rencontre. Et donc ce hall de l'hôtel, on y a installé une exposition, on y a installé des desks, un point d'accueil. C'est là aussi où se trouvent les bureaux administratifs du festival. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait de la vie dans ce hall. Et entre les invités, l'équipe du festival, les spectateurs, voilà, ça se passe vraiment très bien. Il y a une nouveauté dans l'accueil de l'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ici, on a installé une exposition donc, qui reprend 40 photos qui ont marqué l'histoire du festival, qui mettent en scène des acteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, des actrices qui sont passés par le festival durant les 35 années de son existence. C'est une manière d'habiller l'espace et c'est intéressant de faire une exposition dans un lieu de passage et qu'elle ne soit pas confinée dans un espace avec une entrée. Donc on trouve ça plus intéressant de mettre ça à la vue de tous, et y compris à la vue de certains invités qui reviennent et qui connaissent, pour les uns et pour les autres, certaines personnes qui sont là en photo. Merci Julia, qui, je le rappelle, était en direct à l'hôtel Van der Valk à Mons. Le cinéma, ce n'est pas qu'acteur et réalisateur. Il y a aussi des métiers de l'ombre, notamment celui de doubleur. Nos équipes ont rencontré une femme exerçant ce métier, Colette Soudoyer, qui nous explique en quoi consiste son activité. C'est un reportage signé Angélie Depasse et Kalissa Leidoun. Souvent la bande rythmo est en bas. Donc je vais en tant qu'étudiante, nous avons eu la chance de rencontrer deux doubleurs français de films et séries. Colette Soudoyer, qui a notamment prêté sa voix à Sharon Stone dans La Gorge du Diable ou encore à Sierra Costa dans La Casa de Papel, a accepté de nous partager une interview sur sa carrière, mais plus particulièrement sur son métier de doubleuse. Alors, j'ai fait du doublage parce que avant de faire le conservatoire, j'ai fait le Théâtre des Galeries à Bruxelles avait un cours privé où j'allais, je faisais des études d'architecture à ce moment-là, donc je faisais des cours là-bas. Et puis je suis rentrée, je partais à l'étranger, puis j'ai fait le conservatoire longtemps après ma sortie de Réto. Et un de mes profs du cours des galeries faisait du doublage. Et donc il m'a dit, tiens, viens voir, viens assister au doublage. Et donc j'ai assisté. Et puis très vite j'ai pu faire un essai. Et puis de l'essai, c'est venu un petit rôle. Et puis très très vite j'ai eu un gros rôle sur une série où j'ai fait mes armes en fait sur cette série-là. Et j'ai trouvé vraiment un réel plaisir. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est la diversité des rôles qu'on peut me donner, que je n'aurais sans doute jamais en vrai au cinéma, parce que parfois j'ai une voix qui est assez grave, donc je n'ai par exemple jamais doublé des jeunes premières, très très vite même, donc j'ai commencé le doublage, j'avais 27-28 ans, on m'a très vite donné des rôles de 45 ans, parce que j'ai une voix assez grave. Qu'ils connaissent le dossier de Bush à la garde, sur le bout des doigts, pour être sûr qu'aucun de ces mémos ne le contredise. Il aurait fallu qu'ils connaissent tous les membres de la garde nationale aérienne du Texas à cette époque, pas seulement leur nom, mais aussi leurs états d'esprit, leurs opinions, ainsi que la façon dont ils étaient reliés les uns aux autres. J'ai fait en fait me
projeter à travers les actrices que j'ai doublées dans des rôles que j'aurais voulu jouer au cinéma, mais sans jamais aucune jalousie, ni aigreur, ni en me disant mais pourquoi c'est pas moi qui fais ça, voilà, pourquoi est-ce que moi aussi pourquoi est-ce qu'à moi on me donne pas des rôles comme ça, non, ben voilà, moi mon chemin c'est ça. Au niveau des rôles, est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est par choix, parce que vous parlez de défendre des causes et tout ça, mais est-ce que vous choisissez? Non, je choisis pas. Non. Moi, un directeur artistique va m'appeler pour me proposer un personnage. Mais il va d'abord me demander mes libertés, si je suis libre au moment où il enregistre le film. Et puis après, ben voilà, quand j'arrive en studio, je sais quel comédien je fais. Il ne m'est jamais arrivé de refuser un rôle. Non. Au niveau de la doublure en elle-même, comment se passent les séances de doublage? Et surtout pour vous, quelles sont les clés d'une bonne doublure? Alors, les clés d'un bon doublage, c'est d'être à l'écoute, d'être hyper concentré, de lâcher prise par rapport à nos propres manières de jouer et de rentrer le plus possible dans l'énergie de la personne que vous doublez. Et la réussite, c'est d'être à l'écoute, ouais, en fait, de s'ouvrir complètement. Sans ces doubleurs, nos films n'auraient pas la même saveur. Merci donc à ces gens passionnés et à Colette Saudoyer de nous avoir partagé son formidable métier. Tout le monde peut pas y aller, donc j'ai été après, quoi, à 11h. Nous nous retrouvons avec une journaliste qui était présente sur le terrain. Angélie Depasse, bonjour. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire à propos du métier de doubleur ? Alors, sachez avant toute chose qu'un bon doubleur, c'est un bon acteur. Il a donc fait une formation en art dramatique. Faire de la comédie ou exercer le théâtre, c'est passer avant tout par l'acting, mais également par la voix, ce qui est essentiel pour un doubleur. Après, tout se joue sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise est le talent du doubleur de s'imprégner de l'acteur dont il interprète la voix. D'accord, et donc quelles sont les exigences pour pratiquer ce métier de doubleur ? Alors, avant tout, l'envie constante de s'améliorer, que cela soit par les techniques de respiration, les techniques de lecture des sous-titres des répliques, comme l'a montré Colette Saudoyer au début de son interview, ou les techniques de vocalise. Parce que c'est vrai que transformer sa voix de la façon la plus naturelle possible, tout en écoutant l'acteur que l'on double, c'est la clé d'un bon doublage. Et après, je pense que le plus important, c'est d'être passionné. Être passionné pour transmettre les émotions de l'acteur de la manière la plus authentique possible. Merci beaucoup, Angélie Depasse. Merci à vous. Dimanche dernier, on célébrait la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Pour cette occasion, nos journalistes se sont interrogés sur la place des femmes dans le milieu cinématographique. La programmation du Festival international du film de Mons affiche une grande mixité dans la réalisation. Pourtant, il semblerait que l'inégalité persiste. Seuls 10% des films sont réalisés par des femmes, plus de 60% des acteurs sont des hommes et les actrices ont un temps de parole réduit. Nos journalistes ont interrogé 2 réalisateurs, David Perrault et Isabelle Sandoval. David Perrault est un jeune réalisateur français qui a la volonté de casser les codes. Dans L'État sauvage, qui est sa 3e production, il s'approprie le genre du western en choisissant de mettre en avant les femmes. Isabelle Sandoval est la réalisatrice et l'actrice principale du film Lingua Franca. Ce film raconte l'histoire d'une femme transgenre qui a immigré aux États-Unis. Bien que son film ne soit pas autobiographique, il reflète de nombreux aspects de sa vie. Reportage de Clara Nassens et Isaline Falzon. Oui, donc l'idée, oui, c'était vraiment de faire un film de femmes à la base, et le western est venu après. D'ailleurs, moi, mon idée, c'était pas de coller du tout au code du western. Au contraire, c'était de me le réapproprier, moi, avec ma sensibilité actuelle, moderne aussi, que le film ait des résonances modernes. Et est-ce que vous, en tant qu'homme réalisateur, vous percevez toutes les inégalités, donc la facilité, plus de facilité pour les hommes à accéder à des réalisations, à être produits? Les inégalités, oui, elles existent, mais elles existent dans le cinéma comme elles existent partout ailleurs. En fait, c'est quelque chose qui est systémique. En fait, c'est un système qui est mis en place. Donc, pendant très longtemps, voilà, l'idée, c'était qu'il n'y avait que des réalisateurs hommes, quasiment. Même quand on voit l'histoire d'Hollywood, il y a eu très très peu de femmes, notamment par exemple dans l'âge classique hollywoodien, qui avaient accès
au cinéma. Et c'est des choses qui sont en train justement de se renverser aussi parce qu'il y a une parole qui se libère, etc. Mais c'est vrai que c'est même pas que c'est plus compliqué pour un homme ou pour une femme, c'est-à-dire qu'avant, c'était même pas envisageable, quelque part, il n'y a pas si longtemps, de se dire, moi, en tant que femme, je vais faire des films. Donc c'est des choses quand même qui sont en train de changer, mais pour les changer, il faut les questionner. C'est-à-dire que pourquoi, en fait, on a décidé à un moment que ce rôle-là était pour les femmes et était pour les hommes. Donc plus la parole se libère, plus les choses sont questionnées, plus les choses changent. La société, elle change et que de toute façon, ça arrive, ça va arriver. Et c'est des... Moi, je suis à fond pour ça, dans la mesure où ça renouvelle le regard, en fait. C'est-à-dire des choses qui ont été toujours racontées de la même manière, via le regard des hommes, c'est en train de changer. Avez-vous ressenti une différence d'ouverture d'esprit entre l'Europe et l'Asie? In Europe, it's definitely, a lot more progressive. En Europe, c'est très progressiste et très libéral. Moi, je vis à New York depuis 15 ans. Which is, just like Europe, also very forward-looking. Là-bas aussi, on est très avant-gardiste à propos des questions de genre. Aux États-Unis et à Hollywood, il est clair qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour les réalisateurs masculins. Il y a beaucoup d'hommes réalisateurs qui ont réalisé des films indépendants, qui ont été très vite acclamés. Et du coup, ils sont très vite passés à des films à gros budget comme Jurassic Park. That director graduates to directing the next Jurassic Park movie, whereas I feel like for women directors, it's a lot more. En tant que femme réalisatrice, l'ascension est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment faire ses preuves pour leur montrer que l'on mérite une chance de diriger un film à gros budget. Hollywood et les membres progressistes de la production continuent à dire « engager des femmes ». Mais il y a quand même des femmes productrices qui prennent la décision d'engager un réalisateur masculin. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un réel changement concernant le recrutement de femmes réalisatrices. Merci d'avoir répondu à nos questions. On peut donc voir qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous voici arrivés au terme de notre journal. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine.